Bonjour, bienvenue sur Content Culture, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce début d'année 2025. Je vais vous présenter les meilleurs titres de BD parus entre janvier et février. Alors il y a eu beaucoup de titres, je pensais qu'après un mois de décembre très fort, très riche en lecture, j'allais pouvoir me la couler douce en janvier. Eh bien pas du tout, j'ai lu une cinquantaine de titres, ça a redémarré plein pot pour mon plus grand plaisir. Et donc du coup j'ai fait cette vidéo en deux parties. Première partie, 18 titres présentés, et puis semaine prochaine, la suite. Voilà, donc plein de belles choses à vous montrer dans des styles différents. Pour vous dire aussi que je n'oublie pas le concours Klaus que je ferai dans le cadre de la réponse des foires aux questions, et puis aussi des visites de mes bibliothèques. La vidéo arrive très vite, j'ai pris un peu de temps, ça a été un peu long, mais bon, il y a beaucoup de lectures. Allez, on commence tout de suite avec un western dans le style un peu fantastique. Aucune tombe assez profonde chez Urban, un one-shot de Scotty Young et Jorge Corona, duo bien connu qui nous avait régalé avec Middle West, avec des couleurs toujours très vives. On voit une co-girl hors la loi, hyper badass, qui a vraiment fait pas mal de mauvaises choses, mais qui a fini par trouver le bonheur avec un mari et une fille. Elle s'est rangée. Et puis, eh bien, malheureusement, elle va tomber malade, une maladie incurable. Elle n'en a plus pour longtemps, et donc elle va refuser cet état de fait, et elle va se lancer dans une quête pour aller avoir plus de temps. Et quoi de mieux pour avoir plus de temps que de tuer la mort. Donc, on va se retrouver dans une histoire avec fantômes et fantastiques. Voilà. Et donc, de très beaux dessins, très colorés, des créatures très graphiques. Voilà. Donc, le style, si vous aimez ce style-là, c'est pas mal du tout à lire. On continue avec de la fantaisie chez Rue de Sèvres par Elk. Les Chants du Chaos, livre 1, Semaille, une nouvelle série de fantasy. Pas mal inspiré, voilà, le livre est très beau. On est un peu dans le style moyenâgeux, enlumineux, avec des influences un peu scandinaves. C'est un peuple qui s'appelle les Drévocènes, qui est attaqué un jour par des créatures qui les déciment. Ils sont obligés de se réfugier derrière un mur, on se croirait dans l'attaque des titans. Et bien, derrière ce mur, et on a le jeune prince Ivan qui sort pour aller chasser ces créatures. Mais un jour, il va trouver un jeune homme qui est immunisé et qui semble complètement... les créatures ne lui font absolument rien. Donc c'est un mystère. Est-ce un espion? D'où vient-il? Qui est-il? Et notre jeune prince Ivan va rapidement ne pas être insensible à ce jeune homme. Donc voilà, une histoire dans un style très beau. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, les dessins et les couleurs sont super. Voilà, on continue avec eh bien, un livre qui, quand on voit le nom de ses auteurs, tout de suite on se dit, oula, Mathieu Bablé, Guillaume Singelin, on ne les présente plus, ils ont fait des superbes titres séparément. Et puis là, ils se sont associés chez le label 619, bien connu pour ses réalisations de qualité, pour une nouvelle série, Chine Zéro, et le format est petit, euh, sur leur passion, enfin, je pense, pour les Sentai, ces héros un peu type Xor ou Bioman, qu'on connaissait quand on était jeune. Donc là, on est dans du noir et blanc avec un peu de couleur pour les costumes de ces personnages. Alors voilà, il y avait le violet, le vert, le rouge, le bleu, le jaune. Et là, ces jeunes gens, un peu désœuvrés, s'enroulent dans ces petits jobs, parce que les Sentai sont devenus des hommes à tout faire. Ils font le ménage, ils font du service d'ordre, ils font des petites choses. Mais au départ, les Sentai ils avaient été faits pour combattre les kaiju, ces créatures géantes qu'on peut voir dans Pacific Rim, des choses comme ça, qui sont très culture japonaise, type Godzilla et tout ça. Et donc, on va suivre ces différents personnages, leur vie de tous les jours, le côté très moderne de jeunes gens entre téléphone, portable, petit boulot, sortie, romance. Voilà, ils sont modernes et c'est une relecture assez moderne ce type d'histoire. Ils vont se retrouver, ces jeunes gens, à faire une colocation et du coup, petit à petit, ils vont commencer à faire des missions ensemble.
Et bien sûr, eh bien, la grande histoire revient petit à petit avec des explications sur ce qui s'est passé avant, ces fameux kaijus qui ont tout ravagé, qui ne sont plus là, mais vont-ils peut-être revenir? Et notre équipe de briques et de broc de nouveaux héros va-t-il s'y frotter? Donc franchement, un grand plaisir à lire cette histoire. Ils ont fait tout un petit background pour expliquer les choses, avec des dates, avec pas mal de trucs. C'est prévu en 3 tomes. Et franchement, c'est frais, c'est sympa. Et puis, moi, j'aime beaucoup ces deux auteurs. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer, si vous aimez la culture japonaise et tout ça, allez-y, les yeux fermés. On continue avec de la SF, l'Arpenteur, chez Casterman, de Ashmang. Là, on se retrouve dans le style un peu clairement métal hurlant, dans un futur lointain, avec un jeune homme qui s'appelle Géo. Ce jeune homme, on va le retrouver sur on est dans du post-apocalyptique, hein, futuriste. Ce jeune homme qui est seul sur sur une planète, il n'a rien, il est désolé, il essaie de survivre. Le dessin est très original, on se retrouve un peu comme une vieille BD, je vous dis, de Métal Hurlant, il y a des influences de Moebius, clairement. Voilà, l'Arpenteur, ça fait penser tout de suite à Arzac, des choses comme ça. Et donc dans ce monde désolé, on suit les pensées de ce jeune homme qui est éboueur et qui s'est écrasé avec son vaisseau benne sur une planète, mais rapidement on va s'apercevoir qu'il ne faut pas que ça se sache, et du coup et on lui envoie après lui des gens pour l'éliminer. Et lui, entre deux flashbacks sur sa condition, sa triste condition dans ces villes futuristes, eh bien, on va suivre son itinéraire entre réflexion poétique sur la nature, au fil des saisons. Et voyez, au fil des saisons. Et franchement, ce qui étonne, c'est vraiment le storyboard, le type de dessin. C'est très original. Et je pense qu'on a une nouvelle voix un peu dans le style de dessin. Et donc pour ceux qui auraient envie de trouver un peu de SF différente, un style différent, plus original, un talent prometteur, eh bien l'Arpenteur chez Casterman, ça peut vous plaire. Continue avec du fantastique chez Dracou. Pierre Pével, l'auteur de romans, Créti au dessin et Maffre aux couleurs. Chez Dracou, le deuxième tome d'une série prévue en 3 tomes, c'est la mode, de Gueule de cuir, la veuve. Et bien, dans ce Gueule de cuir, alors de suite on a le zodiaque du table, cette espèce de tarot où des personnages incarnent des cartes en fait. Donc il y a le méchant, c'est le roi des tombes. Il y a le bourreau qu'on va découvrir dans cet épisode. Et puis on a bien ce gueule de cuir qui est une sorte de gentil héros qui va essayer qui a des pouvoirs, un peu comme une sorte de Batman du Moyen-Âge. Et donc dans ce côté très occulte et ésotérique, il va dans un Paris, alors c'est en 1633, voyez, va essayer de survivre et de jouer les justiciers. Voilà, le dessin est très bon. Franchement, l'histoire et le background est bien léché, puisque c'est Pierre Pével, c'est un auteur de romans bien connu, donc il a fait du beau job. Et donc là, on voit les intrigues avec Richelieu, le côté un peu historique, et puis ce super héros. Et à la fin, on a un petit cahier, encore une fois, le cahier pour continuer l'histoire et aller un peu plus profond dans l'univers de Gueule de cuir. J'aime bien cette série, franchement, on va voir comment ça va se clore. Je trouve que ça se clôt un peu vite, vu l'ampleur du background et de l'univers. Je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres cycles, à voir. Chez Glénat, toujours un plaisir de retrouver de la SF de Didier Tarquin et Lys Tarquin, UCC Dolores. On en est déjà au 6e tome, si je dis pas de bêtises, non. Les yeux du sans-peur. Alors on retrouve notre héroïne qui était nonne au début, mais qui a bien changé, qui est devenue snipeuse pour des truands sur une planète déserte et aride type Dune. On se retrouvait dans un univers un peu Mad Max. Ça fait vraiment série B de SF avec de l'action, des personnages. Et là, on va basculer sur des sortes d'Indiens qui vivent dans la forêt. On se retrouve plus dans un univers type Avatar. Donc voilà, ça va être la jungle et des choses comme ça.
Donc toujours dans une quête avec des méchants qui coursent l'héroïne, voilà, des personnages qui sont attachants, il y a de l'action, il y a plein de créatures, c'est de la SF assez débridée. Franchement, c'est toujours sympa, c'est toujours un plaisir d'aller dans cet univers un peu de SF, un peu dark. Voilà, cet univers est sympa du CC Dolores et je pense que la série va continuer, mais c'est toujours un plaisir. Une autre série différente, on va dire, de SF, c'est Tellus. Tellus, en fait, c'est deux cycles de deux albums qui vont se compléter avec un troisième album qui sera un opus final. J'espère que je m'explique bien. En fait, on suit le destin de deux personnages qui ont deux tomes chacun, et dans le troisième tome, on résout le tout. Voilà pour le schéma. Et en fait, du coup, là, c'est le destin d'Eva Samas, ici par Mogavino et Gomez, et là, ici, le même scénariste, Mogavino, pour le cycle de Cadmoon de Mogavino et Zuccheri. Franchement, le dessin de cet univers, un univers de SF bien sympathique, bien léché. Franchement, les deux tomes de chaque destin sont bien faits. Les deux cycles sont très bien faits, avec des styles de dessin différents. Un côté un peu SF post-apocalyptique, avec une héroïne qu'on suit là, qui est assez noire et qui suit son destin avec un peuple dit des peuples de serpents. Donc c'est pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé. Sur le destin de Cadmoon, eh bien, on retrouve certains personnages qui font le lien entre les deux intrigues. On est dans un dessin beaucoup plus pastel, verdoyant, un style différent. C'est beaucoup plus dans les forêts. Il y en a un, c'est plus désertique, l'autre, c'est plus les forêts. Et donc, on suit les aventures de Cadmoon, qui va retrouver notre héroïne et se croiser dans deux histoires différentes. Là, c'est plus des créatures, un dessin, on se croirait un peu dans le style Aldébaran, un peu sur ce style de dessin et de BD. L'autre est plus techno-futuriste. Voilà, donc j'ai bien aimé franchement les deux histoires et leur continents, deux peuples, deux styles de dessin. Généralement, j'aime pas quand une série change de dessinateur, mais là, je trouve que c'est réussi en fait, et finalement, on a plaisir à lire les deux. Du coup, je sais pas qui va dessiner le tome final, à voir. Donc, c'est chez Glénat, une série qui était ambitieuse en tout cas, et c'est plutôt réussi. On retrouve les auteurs de Rest in Peace, RIP, Gates et Monnier, bien connus pour leur super série RIP. Je dis RIP, je prononce à la française. Donc là, ils vont faire ils font Fanman, l'homme au ventilo, d'après un roman de William Codswinkle, j'ai réussi à le prononcer. J'y vois encore sans lunettes. Pas très bien, mais j'y vois quand même. Fanman, alors un drôle de Hurluberlu, une sorte de Big Lebowski, sorte de dude complètement halluciné, psychédélique. Il vit dans un appart, il squatte un appart rempli d'immondices. Il est complètement perché. Il a 1000 pensées qui lui viennent à l'esprit. Il s'habille avec sa cravate, c'est un serpent en plastique. Il met un cordon électrique pour une ceinture. Il vit dans un bazar incommensurable. Il passe son temps à glandouiller. Et de temps en temps, il sort dans les rues de New York, où là, il zone en fait, et on se dit, mais il fait rien ce type-là. Mais en fait, non, il rencontre les gens, il leur parle, on donne des partitions de musique pour les amener dans une chorale où il joue un peu le rôle de chef d'orchestre. Et en fait, sa journée, ça va être de se balader dans la ville et de faire des rencontres, et des rencontres complètement. On pense un peu à Fisher King de Terry Gilliam, c'est un peu cet esprit-là. On a un personnage voilà, qui est complètement halluciné et qui fait des choses incroyables, achète des ventilos, des parapluies, et puis fait des rencontres avec des gens plus ou moins incroyables. Donc c'est vraiment une sorte de voyage un peu psychédélique dans les rues de New York. Mais c'est plutôt sympa, il a d'une liberté incroyable, et c'est un drôle de zozo, c'est un drôle de type en tout cas. Et il est assez marrant, franchement. Voilà, de one shot de ce Fanman
C'était franchement assez sympa. Continue donc ça c'était chez Petit à Petit, hein, Fanman. Là, on continue chez Glénat avec La Veuve, un one-shot de Glenn Chaperon, d'après l'œuvre de Gil Adamson. On se retrouve là plutôt du côté du roman graphique, avec un style de dessin en noir et blanc, voilà, encre de Chine, très très épuré, on va dire. Et c'est très beau parce qu'en fait, c'est avec un style très très épuré. On arrive vraiment à voir les expressions, les sensations du personnage. Une jeune femme est poursuivie dans un univers de western par deux hommes armés de fusils qui veulent lui faire la peau. Dans cette fuite éperdue contre ces deux hommes et leurs chiens qui suivent sa trace, eh bien, elle va essayer de s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a fait que ces deux hommes veulent la tuer à ce point-là, la retrouver? Pourquoi a-t-elle si peur? Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre au fur et à mesure de ce livre, où cette jeune femme va faire des rencontres et va être hébergée par différentes personnes. Ouais, on voit très bien les expressions. C'est vraiment très très bien dessiné, très bien fait, avec peu de choses. Vraiment, on arrive à faire de superbes dessins, tout en noir et blanc, un égal de noir et blanc, et avec très peu de bulles et très peu de texte. Elle fait passer beaucoup d'émotions, et là, on a des pages entières de survie, ouais, aucun texte. Et donc, dans la forêt, elle va rencontrer des personnages, et petit à petit, un village de mineurs, et voilà, et ça continue, et en tout cas, c'est un excellent titre. J'ai vraiment beaucoup aimé La Veuve, voilà, western en noir et blanc, si vous aimez le style graphique, voilà, sans concession de cette histoire, moi je vous recommande La Veuve. Très bonne surprise. Continue avec la suite et fin de Brigantus de Herman et Yves H, deuxième tome, le Picte, chez Le Lombard. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Brigantus, ce soldat romain qui se retrouve dans les brumes et qui se retrouve attaqué par les Pictes et qui est une brute et qui est détesté par ses collègues de son armée et qui va finir par être recueilli chez les Pictes. Cette force de la nature, ce monstre, va du coup essayer de s'en sortir, de survivre entre ces Romains et ces paysages voilà, très beaux, cette ambiance vraiment très très sympa d'Écosse. Et voilà, le dessin par moment est pas parfait, il y a quand même pas mal de visages et de proportions et de choses qui sont un peu pas toujours très réussies, mais si on passe par-dessus ça, voilà, c'est quand même une belle histoire et de cette brute, de ce monstre rejeté par tous qui essaie de trouver une forme de rédemption entre ces alliances, entre ces Pictes et ces Romains, et surtout d'essayer de suivre son destin. Voilà, une bonne histoire, sombre et dure, Brigantus, chez Le Lombard. Une série que j'adore, vous le savez bien, Les Cinq Terres du collectif Léoline et du dessinateur Le Reculé. On est chez Delcourt, on est déjà au tome 14, vous vous rendez compte. Donc si on regarde bien, on est au troisième tome de 6 du cycle Arnor, pardon, après avoir fait Angléon avec les lions et Lys avec les singes. Là on est chez les ours, mais aussi chez les loups. Voilà, et donc on a comme d'habitude les personnages, un petit peu moins nombreux que d'habitude, peut-être, parce que là, c'est ce coup-ci, l'histoire se concentre sur 9 personnages, 7 ours, un chien, un loup, une pointe, un commando d'élite de l'armée de ces ours qui ont attaqué Angléon et qui ont fait tomber Angléon très facilement puisque les bateaux de la reine d'Angléon étaient partis à Lys et donc ils en ont profité et on suit cette pointe, ce commando un peu dans un univers un peu dark fantasy assez sombre et mature qui est là pour exécuter les basses œuvres de l'armée des ours et alors les ours c'est un peu côté celtique et viking
Et du coup, on a le fils du roi qui a été attaqué pendant que les ours attaquaient Angléon. Et bien, ce commando va partir pour essayer de sauver le fils des ours d'une bande de loups récalcitrants qui font sécession. Et donc, cette pointe, ce commando, dont on va petit à petit s'attacher aux personnages bien troussés comme d'habitude. Et tous ces personnages sont vachement intéressants, leurs relations entre eux. Et en plus ça va, plus on s'y attache. Donc voilà, le tome 1, on découvre un peu les personnages, le tome 2, les intrigues, la mise en place. Et là, vraiment, je trouve que c'est le meilleur tome pour l'instant des trois, parce que vraiment, là, on rentre de plein pied dans l'histoire et on s'attache aux personnages. Et comme d'habitude, c'est très très bon. C'est du super bon, les 5 terres. Si vous aimez la fantasy, le Moyen-Âge et des personnages vraiment bien détaillés. Deuxième tome d'une série en 3 tomes, Autopsie de Traki Diaz et Justiliano. Bloody Sunday, c'est le tome 2 chez Oxymore Édition. Rien à voir avec le premier tome, on a 3 histoires distinctes. Peut-être qu'il y aura dans le 3e tome des recoupements entre les différentes histoires, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, les histoires sont distinctes. Là, ce coup-ci, on se retrouve avec un médecin légiste, encore une fois, parce que c'est une histoire d'autopsie, qui bosse comme un malade. Et puis, un jour, c'est un as de l'autopsie. Un jour, il est accosté par une femme fatale en robe rouge dans un bar. Ça, il faut jamais faire ça. Et du coup, il va se retrouver, euh, pris par la mafia, qui va vouloir utiliser ses talents d'autopsie, de médecin légiste. Et du coup, il va essayer de s'en sortir pour régler l'enquête et l'autopsie, sinon il se fait zigouiller par la mafia. Voilà, un deuxième tome, toujours dans les couleurs sombres et froides de ce type d'histoire, est bien dessiné, et bien glauque et noir. J'avais préféré le premier tome, mais franchement le deuxième tome était sympa. Et sympa. On continue chez Dupuis avec une nouvelle série, Tanis. Ne vous fiez pas à la couverture, ça fait un peu avec le petit léopard et l'héroïne un peu jeunesse, un peu enfantin. Puis on est chez Dupuis, on se dit c'est plutôt cool. En fait, quand on lit les noms, on voit Denis Bajram, Valérie Mangin, donc là déjà c'est le très très haut du pavé de la science-fiction, et puis Stéphane Perger au dessin, tome 1, Les tombeaux d'Atlantis. Denis Bajram, c'est Universal War One, voilà, c'est des séries incroyables de SF, donc on ne peut être qu'intrigué de voir les grands noms de la SF comme ça, sur une nouvelle série. Et là on se retrouve, alors je trouve que le dos résume bien, c'était il y a 12 millénaires après la chute d'Atlantis, avant que l'Égypte ne soit l'Égypte, et avant que les hommes ne chassent définitivement les géants et les dieux. Donc une pré-Égypte, on va dire, ancienne, avec des histoires un peu de fantaisie et de dieux. C'est très bien dessiné, et contrairement à ce que je vous disais, ce qu'on pourrait croire, c'est assez violent, parce que tout de suite on a des massacres d'entrée, donc on se dit voilà, c'est pas jeunesse. Et puis cet enfant qui est ce bébé, Tanis, qui est récupérée par un vieux sage quand elle est petite. Elle a les cheveux blancs, et tout de suite, on va penser qu'elle est élue des dieux, puisqu'elle a cette chevelure blanche. L'est-elle vraiment? Et on se retrouve, vous voyez, dans une Égypte un peu fantasmée, un peu mythique, mythologique, avec des dieux, des choses qui se passent. Et elle va, avec son jeune ami, explorer un tombeau. Et bien sûr, c'est un tombeau interdit, et elle va déclencher des événements cataclysmiques, et surtout, faire que son jeune ami va mettre un masque doré, et lui donner des pouvoirs de pharaon surpuissants, avec de la magie. Pour corser le tout, on a des peuples qui vont arriver, voilà, faire la guerre et tout ça. Bon, plein de choses. Franchement, c'est très très bien dessiné, c'est très beau, très belle couleur, très lisible. Il y a de l'action. Franchement, c'est sympa. Voilà, je m'y attendais, mais voilà, c'est très intéressant, avec un petit à la fin un texte sur l'Égypte et toutes ses croyances. Franchement, une série à suivre. Je ne sais pas, il y a un tome 2 qui est à paraître. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera, Tanis, mais en tout cas, j'ai bien aimé, parce que moi j'aime beaucoup les mythes et l'Égypte.
On continue avec une sortie très très attendue. Islander, tome 1, l'exil de Caril Ferré et Corentin Rouge. Là aussi, quand on voit le nom des auteurs, ils avaient fait l'exceptionnel Sangoma, thriller en Afrique du Sud que j'avais adoré, qui est un des meilleurs thrillers qu'on peut trouver. Donc là, je me suis dit, bel et gros premier tome, je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu, avec un thème très intéressant, puisque on est dans un futur proche. On est dans de l'anticipation, mais petite anticipation, puisque suite à des catastrophes sur lesquelles les auteurs ne s'étendent pas, les peuples d'Europe et du Sud sont en train de migrer vers les territoires du Nord, bon, les îles, l'Écosse, l'Islande, voilà, tous les pays vers le nord du monde, pour fuir sûrement le dérèglement climatique, révolte. Et donc on se retrouve dans des centres de rétention avec grillage de ces populations de migrants qui sont traités très mal par les gardes qui essayent de les empêcher de passer. Et on va s'attacher à un trio, un scientifique et deux jeunes femmes, ainsi qu'un jeune homme un peu mystérieux, qui est couverture, qui essaye de passer et de prendre ce bateau coûte que coûte. Donc c'est très compliqué, voilà, c'est très bien dessiné, très bien fait, ces phénomènes de foule et de camp, ça rappelle de mauvais souvenirs. Et puis on va aussi suivre en parallèle, on va se retrouver en Islande, voilà, c'est d'où le titre du livre, avec eh bien des gardes de frontières, une jeune femme qui, elle, est plutôt tolérante, et puis son frère qui, lui, par contre, ne l'est pas. Et donc tout ce joli petit monde va être amené à se croiser dans un destin où on va voir la politique de ce qui se passe en Islande, voilà ce qui se passe avec ce scientifique. A-t-il des révélations à faire sur les problèmes du climat? Peut-il être la solution? Voilà, et tous ces problèmes de migrants. Voilà, c'est hyper bien dessiné, il y a de l'action, c'est prenant, c'est bien fait, il y a de superbes paysages d'Islande. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et j'ai adoré ce premier tome, vivement la suite d'une série qui est très très ambitieuse et voilà, de très belles couleurs, froides, puisqu'on est dans les pays du Nord. Voilà, c'est franchement une bonne pioche, parce que là on est dans les meilleures BD du mois, donc forcément. Le Lotus Bleu, on ne le présente plus, d'Hergé, chez Casterman. Si vous voulez une belle édition de ce grand, un des plus grands Tintin, et bien là, franchement, l'édition, elle est superbe, puisqu'au départ, ce Tintin était sorti en petit format dans les magazines et pas en couleur, et là, il a été recolorisé avec des couleurs plus adaptées, un petit texte qui nous explique tout ça, avec aussi, bien c'est le livre où Hergé a connu Chang, euh, l'artiste qui l'a beaucoup influencé pour ce livre et en général. Chang, voilà, Chang, Chung Jen il s'appelle. Et donc du coup, on a des pages beaucoup plus grandes et larges, il y a beaucoup plus de pages au total du coup. L'histoire est toujours aussi belle, les couleurs sont vraiment super de cette aventure de Tintin qui va encore essayer accompagner du fidèle Milou, déjouer des complots, voilà, avec chinois et japonais, euh, des bandits, des courses-poursuites, des poisons qui rendent fou, bref, des traîtres, enfin, bref, plein de choses. Franchement, super. C'est Tintin, donc c'est un grand classique. Mais là, franchement, il y a 100, plus de 140 pages. Donc vous voyez, c'est quand même une très très belle édition au prix de 23 euros. C'est pas excessif, franchement, et c'est vraiment un classique à avoir. Voilà, super édition du Lotus Bleu.
On continue avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, de Gutanabe. Vous savez que je vénère cette série, à chaque fois je me régale. Seulement, Gutanabe, à force de creuser le côté, le mythe de Cthulhu, je crois qu'il en a fait pas mal. Donc là, il est passé à une autre œuvre de Lovecraft, tout ce qui est sur le rêve, voilà, la cité du rêve. Et donc, Khadgar, tout ça, bon, bref. Euh, ah, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. En tout cas, là, il fait une première partie, alors c'est toujours en sens inverse, Céphalaïs, alors, toujours avec ses magnifiques noirs et blancs. Moi, l'œuvre du rêve, c'est pas ce que je préfère chez Lovecraft. Hein. J'en ai lu un peu, mais bon, c'est pas forcément ce que je préfère. La deuxième nouvelle, il y a 3 nouvelles en fait dans ce titre. Des fois, c'est en 2 parties. Voilà, chaque nouvelle est en 2 parties en fait. Ça ramène pas grand-chose, hein, que ce soit en 2 parties, ça change rien. Après, la deuxième, c'est les chats d'Ultar. Lovecraft adorait les chats. Il leur vouait vraiment une passion. Et donc là, dans cette histoire, il y a des chats qui ont disparu. Et visiblement, il y a une maison, un endroit où les chats disparaissent. Et qu'est-ce qui va se passer? On est dans cet univers un peu onirique où la cité des rêves, on s'endort et on s'y transporte la nuit. Voilà, ça fait un peu royaume de fantasy du coup. Et puis la troisième nouvelle, c'est les autres dieux. J'ai beaucoup aimé cette troisième nouvelle. Je trouve que pour moi c'est celle qui m'a le plus plu. Où on va avoir un jeune homme et son maître partir en quête d'une montagne. Qu'est-ce qu'il y a sur cette montagne? Qu'est-ce qui va apparaître? Et c'est toujours superbe, les noir et blanc de Gutanabe. Et bien sûr, toujours cette relation avec les dieux et les choses terribles. Donc franchement, c'était quand même un très bon tome. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, être les adaptations de Lovecraft de Gutanabe. Gutanabe, d'ailleurs, je fais une parenthèse dans cette vidéo, qui a eu à Angoulême les honneurs d'une exposition et une conférence. Voilà, il était temps de mettre à l'honneur ce superbe auteur. Et vous pouvez vous procurer sur le site d'Angoulême, du Festival de la bande dessinée, Gutanabe X Lovecraft, Vision hallucinée, un magnifique livre de l'exposition de ce 52e festival de la bande dessinée, avec des planches, vous voyez, qui sont superbes, de Gutanabe. Ça coûte je crois que ça coûte 35 euros, et après il y a une dizaine d'euros de frais de port. Vous avez voilà, une explication de l'auteur, de Gutanabe, sur ce qu'il est venu, les œuvres qu'il a fait avant, ce qui l'a amené à faire ça, et puis des planches. Voilà, il travaille souvent aussi avec de la 3D, un peu comme un architecte. Il met en place ses planches et puis après il les dessine. Après il fait une mise en place pour les ombres qui sont très importantes dans son travail. Voilà, il y a plein de planches originales. Voilà, c'est un super bouquin avec pas mal d'explications, d'images, de textes sur ces livres. Voilà, très beau. Il y a 140, 150 pages à peu près, voilà, 150, 160 pages. Voilà, très très beau et intéressant livre. J'en profite pour faire la petite parenthèse sur le festival d'Angoulême, où j'ai lu, parce que je n'avais pas lu dans les plus de 260 BD que j'ai eu l'année dernière, je n'avais pas lu, et je me suis rattrapé, Deux filles nues de Luce, qui a eu le Fauve d'Or, meilleur album de l'année, chez Albin Michel. Cette histoire d'un tableau, d'un auteur, cette histoire vraie, hein, d'un auteur, Otto Müller, qui avait peint Deux filles nues. Et en fait, bien, le parti pris de Luz, c'est je sais pas comment on dit, de Luz, c'est de nous faire vraiment vivre l'histoire du côté du tableau.
toute la BD est vue de ce que voit en fait le tableau. Les gens regardent le tableau et les personnages passent devant le tableau. Et ce tableau donc est peint au début, on le voit se dessiner par Otto Müller avec sa muse. Et puis ce tableau, eh bien, de l'appartement d'Otto Müller, il va être acheté, aller dans des galeries, vivre sa vie, et puis il va être vu comme une œuvre hérétique, une mauvaise œuvre par les Allemands, les nazis, qui vont le mettre dans une exposition. Donc on le voit, les drapeaux nazis qui passent pendant la nuit, le fait que ce tableau va finir par être dans une exposition des pires choses à éviter, il sera vu par le Führer, tout ça. Bref, c'est un point de vue assez intéressant, et donc sur l'art, les tableaux, comment ils sont pris, voilà, c'était un parti pris. Franchement, l'album est très sympa, et puis le parti pris original. Après, à dire que c'était la meilleure BD de l'année, moi vous savez que j'ai fait mon top dans la vidéo précédente. Pour moi, c'était Ulysse et Cyrano, la meilleure BD de l'année, et puis La Route aussi. Voilà, c'est deux BD qui étaient vraiment au-dessus du lot pour moi, mais bon, c'est quand même un bon livre, une bonne BD. À noter aussi le prix pour Serge Lehmann du scénario des Navigateurs. J'avais beaucoup aimé ce titre aussi. Une très très bon titre, un peu SF, fantastique, un peu fantastique, voilà, le fantastique d'une histoire en noir et blanc de jeunes gens qui vont découvrir un Paris très différent en rentrant dans un tableau. C'est très original, donc c'est très mérité. C'est une des BD qui aurait mérité parmi les meilleures BD de l'année. Et puis le Fauve du Polar, qui a été attribué à Revoir Comanche de Romain Ronard. Ouais, Polar, ouais, un livre un peu noir, sur ce retour de Comanche, voilà, que j'avais adoré. C'est très beau. Moi, je suis fan de Romain Renard, voilà, de ce noir et blanc. Voilà. Ça, c'est vraiment les titres avec tout ce que j'ai lu l'année dernière du palmarès. Les autres, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas dire si c'est bien ou pas bien. Mais c'est vrai qu'il y a certains titres qui ont été oubliés du palmarès. C'est un peu étonnant parce qu'il y avait vraiment des titres magnifiques qui sont complètement passés à côté des radars. Pour finir cette vidéo, je vous présente la BD de ce mois, celle que j'ai préférée. Je referme la parenthèse. C'est le fantôme de l'opéra des frères Brizzi, Paul et Gaëtan Brizzi. Vous savez que j'adore, ils avaient fait l'enfer de Dante, voilà, que c'était absolument génial. Tout ce qu'ils font, les Brizzi, de toute façon, c'est extraordinaire. Ce noir et blanc qu'ils possèdent absolument. Alors, on commence. Alors, tout le monde connaît Gaston Leroux, l'auteur qui a fait Le fantôme de l'opéra. Et donc, on a des danseuses qui discutent dans cet opéra à Paris, magnifique. On va avoir des phénomènes qui se produisent. Euh, il manque une chanteuse est malade, elle va être remplacée par une jeune femme. Cette jeune femme fait un triomphe, mais alors qu'on ne pensait pas qu'elle avait ce talent, et son amoureux va entendre qu'elle parle à quelqu'un. Et il se passe des phénomènes inexpliqués dans ce théâtre, et ça va être bien sûr une personne qui est le fantôme de l'opéra. Ouais, ces planches en noir et blanc, c'est super bien dessiné, les visages sont superbes. L'histoire est vraiment classique, hein. Je sais pas, moi, je l'avais découverte en film à l'époque, Phantom of the Opera. Voilà. Très très beau, très très belle relecture, très sombre et gothique. En 1910, ça avait été écrit par Gaston Leroux. Euh, voilà, c'est un classique, l'histoire d'un personnage. Pourquoi se cache-t-il sous l'opéra? Pourquoi fait-il ça? Regardez, c'est magnifique retranscription. Voilà, donc il y a un petit cahier graphique. Je pense pas qu'il y avait d'habitude des cahiers graphiques à la fin de. Il y a plus de 150 pages. Voilà, c'est vraiment un beau bébé. Si vous avez lu les autres œuvres des Brizzi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça coûte 26 euros. Et c'est pour moi la BD du mois. Voilà pour cette sélection, première partie de la sélection. J'espère qu'elle vous a plu. Il va y avoir donc la deuxième partie la semaine prochaine avec la suite. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, la réponse à la fois aux questions.
et la vidéo bibliothèque, autour de la bibliothèque. Ouais, j'ai plein de choses à faire, à tourner, mais ça arrive très bientôt. Voilà, merci, à bientôt sur Contre Culture. Au revoir.